Le changement climatique a longtemps été considéré comme un fantasme de scientifiques. Mais aujourd'hui, le temps des doutes est révolu. Aux quatre coins du monde, les conséquences sont visibles. Montée des eaux, augmentation des températures, évolution de la faune et de la flore. Les impacts du climat sont nombreux. Et ils n'épargnent pas les côtes françaises. Je m'appelle Sophie Massieu, je suis aveugle, et avec ma chienne Ilou, je vous emmène des plages du sud-ouest aux falaises du Pas-de-Calais. Pour percevoir la force de ces changements, je pars à la rencontre de ceux qui les vivent au quotidien. Avec eux, je vais toucher du doigt un monde qui évolue, pour le meilleur et parfois le pire. Mon voyage commence en Bretagne, dans le Finistère, tout au fond de la rade de Brest, sur le territoire de Jean et Thierry, deux ostréiculteurs qui m'embarquent sur leur chaland. Je viens sur les chalands, je viens en mer avec Jean que quand il fait beau, sinon je viens pas. Je dis je viens sur l'eau avec vous que quand il fait beau, sinon je viens pas moi. Il se défonce quand il pleut quoi. Ouais, c'est ça. Direction les parcs à huîtres. Le changement climatique et précisément le réchauffement de la mer a complètement transformé leur activité. Je vais le découvrir les pieds dans l'eau, au cœur de leur exploitation. Et pareil. Et là, on est Alors je confirme, les whalers ne sont pas de torche. Ça y est, je le sais, le pied droit est dans l'eau. Et moi, ça vous fait rire. Ah, moi c'est le droit aussi, tout va bien. Ça s'est rempli d'eau immédiatement. Dans des eaux de plus en plus chaudes, Jean et Thierry élèvent chaque année plus de 5 millions d'huîtres. Et hors de question de laisser une seule d'entre elles grandir de travers. Et en plus, là, quand on marche, quand on avançait, c'est bien, on soulevait le sédiment, et là, c'est tout trouble. Donc, perso, je vois pas trop où on met les pieds. Mais ça va, c'est moi non plus. Hein. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude de pas avoir où on met les pieds, c'est vrai. Ouais, on s'y fait. Il y a des cailloux là? Ouais, on fait attention là. Ah ouais, attention, c'est les pierres qui peuvent là. Salut Karine. Bonjour. Tu vas bien? Deux. Je veux un deuxième. Je vous fais la bise. Il n'y a pas de raison. Pas de jaloux. Absolument. Donc Karine est en train de retourner les poches. Vous êtes en train de retourner les poches. Voilà. Donc celle-là, vous les avez faites, celle de droite, et vous allez vers la gauche. Ouais. Ah, c'est pas tendre, hein? Ah non. La manipulation. On y va, hein? Donc sur cette poche ici, tu vois, il y a des huîtres qui poussent. Et quand elles poussent, tu vois, juste ici sous ta main, elle fait sa coquille, sa croissance calcaire tout autour, et puis elle s'est accrochée dans la maille. Et puis même là, celle-là s'est accrochée dans la maille, mais à l'intérieur, certaines se sont accrochées l'une à l'autre. Tu vois, quand le bord de la coquille, quand il croît, et ben si elle va toucher la huître d'à côté, et elles vont s'attacher les unes aux autres. Donc elles s'attachent les unes aux autres, elles s'attachent à la poche, et elles vont pas faire une belle forme. Il va falloir qu'on les sépare, qu'on les individualise, et qu'on les répartisse dans la poche, pour qu'elles aient une belle forme et puis qu'elles soient toutes à peu près, qu'elles aient le même accès à l'eau de mer et au plancton pour pouvoir filtrer. Je vais te laisser faire, tiens, tu vas la retourner la poche. Comme ça. Comme un livre, hop, tu la retournes. Et hop là. Une fois qu'elle est retournée, tu l'étales bien, tu la secoues pour répartir les huîtres dedans. Voilà, on va des mouvements horizontaux comme ça, là. Et là, on regarde s'il n'y en a pas de maillet de ce côté-ci. Et ben, si, regarde un peu plus haut là-haut, tu vois, tu en as une autre qui va être maillée ici. Ah oui, puis alors elle est bien. Et elle dépasse bien, fais attention, c'est tranchant, hein, les bordures sont tranchantes. Et pareil, tac, tac, hop. Et on étale bien. On a mal étalé, ouais, parce que là, il y avait un gros nœud, là. Voilà, on est pas mal. En plus, on est sous l'œil de Jean, attention. Si on fait mal le boulot, on va se faire gronder. On va se engueuler. On va se engueuler. Rien, là, mais il nous regarde et attention. Voilà. Tiens, tu vas venir vers moi. Hop, on lui a laissé la place. Bonjour Ilou, tu es en croisière privée. Ouais, elle arrive, elle a 4-5 mètres devant nous, là. Alors, ma belle? Oui, tu es un chien dans un parc à huîtres. Oui. Ces 10 dernières années, la température de l'eau se serait élevée d'environ 2 degrés. La rade de Brest est devenue le paradis des huîtres. Un peu moins carrossable. À tel point qu'elles ont même quitté les parcs pour partir à la conquête des côtes. Là, on est dans les cailloux. On est dans les et cailloux. dans les cailloux. Et alors attention à toi, voilà. Ah là là, mais et ça, c'en est partout. Il y en a partout, partout, partout. C'était vierge d'huîtres ici, et là maintenant, c'en est totalement recouvert. Si je regarde par là, je ne vois
plus les rochers, je vois que des huîtres. C'est fou. Et ça vient de quoi? La température moyenne a augmenté et on est arrivé, elles sont trouvées dans des conditions optimales. Et une huître, ça pond des millions, des milliards d'œufs. Et donc, poum, ça peut aller très 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 vite. Alors qu'on est à Brest et qu'avant, elle pouvait se positionner de manière sauvage que vers Arcachon, quoi. En gros. Arcachon, Charente, voilà, Sud-Loire. Vendée, Charente, Arcachon, c'était les zones où se trouvent les naisseurs, c'est-à-dire les ostréiculteurs qui produisent le naissin, qui revendent ailleurs. Auparavant, les ostréiculteurs brestois devaient acheter leurs naissins, les stocks de larves, à leurs confrères du Sud. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Grâce au réchauffement de l'eau, les petites huîtres naissent directement dans la rade. Du coup, vous, maintenant, vous n'avez plus besoin d'acheter du tout de naissin ou vous en achetez encore un petit peu? Il y a des très très bonnes années où on va être surproducteur et on va même en revendre. Et il y a certaines années où c'est la nature, on ne va pas capter assez pour nos besoins et on va devoir en acheter. Mais en grande majorité, on est plutôt surproducteur. Du coup, c'est fou quand même. On part de zéro à j'en ai même plus qu'il ne m'en faut. Voilà. Que le changement climatique puisse avoir des effets positifs, je ne m'attendais pas à ça. Mais qu'en est-il ailleurs? Sur nos côtes, dans la mer et nos océans, tout est en train de changer. Je veux comprendre où et comment. Ma quête me mène à Brest. Cette ville, intimement liée à la mer, est aussi le camp de base de scientifiques. Je suis venue rencontrer ceux qui ont une lourde charge, étudier les variations du niveau des océans. Bonjour Sophie. Bonjour Nicolas, j'imagine. C'est bien ça. Eh bien, enchanté. Bienvenue au CHAUME. Merci. Donc le CHAUME, c'est l'établissement national expert en hydrocéanographie et on travaille notamment donc sur l'évolution du niveau de la mer. D'accord, l'hydro-océanographie, je connaissais même pas le mot. J'apprends plein de choses déjà. À peine on se dit bonjour, ça y est, vous me prenez des choses. Je vous invite à rentrer à l'intérieur. Allez, je vous suis. J'ai envie de comprendre l'un des effets les plus saisissants du réchauffement climatique, l'élévation du niveau de la mer. Un phénomène en pleine accélération, comme me le fait sentir Nicolas Pouvreau. À gauche, Ilou. On va s'arrêter ici quelques instants. Il y a un document qui est remarquable, c'est l'évolution du niveau moyen de la mer qui a été étudié donc, pour le port de Brest depuis 300 ans. Donc ici, donc, on est en 1700, donc c'est les plus anciennes mesures, et donc on voit que le niveau de la mer est à peu près plat. Donc là, on est en 1780, on arrive en 1800. Et puis là, si on suit toujours la courbe, on sent que ça commence à augmenter. Les années 1920 avec une dépression très importante, 1960, et au fur et à mesure, là on arrive dans les années 80 et dans les années 2000. Ah, c'est fou, parce que dans les années 2000, ça fait vraiment un trait pas droit. En 300 ans, à Brest, le niveau de la mer s'est élevé de près de 30 cm. J'accompagne Nicolas jusqu'au port. Et voilà, nous sommes rendus. C'est ici que les océanographes font leurs mesures. Alors là, on est dans une petite pièce qui m'a l'air quoi? À peu près carrée? Alors c'est une pièce qui est à peu près carrée, oui, effectivement, qui doit faire 4-5 mètres sur 4-5 mètres. D'accord. Et à son centre, on trouve une pièce assez importante qui s'appelle un puits de tranquillisation. C'est ça, là? C'est la chose que je vois devant moi? C'est la chose qui est là, oui. C'est ça, d'accord. Voilà. En fait, on est en communication permanente avec la mer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de la mer à Brest, dans un cycle de marée, lorsque l'on a une marée qui est assez importante, on peut avoir le niveau de la mer donc, qui monte de plusieurs mètres, jusqu'à 8-9 mètres. D'accord. Donc ce puits, il fait au moins 10 mètres de profondeur, j'imagine. Voilà. D'ailleurs, on l'entend là, si on tape dessus. On entend tout à fait. Donc, super creux. Là, il y a une protection. On peut enlever une partie de la protection. Ce puits est directement relié à la mer. Nous, ce qu'on cherche à l'intérieur du puits, c'est d'avoir le niveau de la mer le plus calme possible. À l'extérieur, vous avez des perturbations qui sont liées, par exemple, au vent qui provoque des vagues, du clapot, de la houle. Et à l'intérieur de ce puits, c'est une mer d'huile, entre guillemets. Ce qui nous permet de faire des mesures les plus exactes et les plus précises. D'accord. Allez-y. Les océanographes mesurent le niveau de la mer depuis 1839. Et la tendance semble se confirmer. Est-ce qu'on est capable d'identifier la cause principale de cette montée qui plus est accélérée du niveau de la mer? Le principal contributeur aujourd'hui, c'est la dilatation thermique des océans. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça se réchauffe, alors ça grossit, c'est ça? Voilà, vous avez tout compris, c'est parfait.
Donc ça, c'est l'un des éléments, c'est vraiment l'élément principal, cette dilatation thermique. Mais il y a également donc la fonte des glaciers. Ces glaciers fondent de plus en plus et donc c'est de l'apport d'eau supplémentaire au niveau des océans, donc ce qui provoque aussi une augmentation. Ce qui me frappe, c'est que cette montée des eaux pourrait complètement transformer la physionomie du littoral français. Du coup, est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ici, on aura les pieds dans l'eau? Ce qui pourrait arriver d'ici 100 ans, si les prévisions sont les plus pessimistes, donc à hauteur d'1 mètre d'augmentation du niveau de la mer par rapport à ce qui se passe actuellement, on pourra avoir lors des grandes marées d'équinoxe, ou les grandes marées du siècle qui ont lieu tous les 18 ans, on pourra avoir ce parking qui pourra être partiellement recouvert. Mais avant même que ce parking ne soit submergé, la montée des eaux donne déjà du travail aux cartographes, car les fonds et le dessin des côtes se modifient. Les cartes doivent être mises à jour très régulièrement pour assurer la sécurité des navigateurs. C'est la mission principale de cette équipe de la Marine nationale. Bonjour. On m'a dit que c'était ici que se passaient des choses au niveau des cartes marines. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe? Oui, c'est bien ça. Et les plus gros changements alors entre une carte et la précédente, ils viennent de quoi? Ça pourrait être par exemple le trait de côte. Puisque, ouais, le trait de côte qui recule. Ça peut être le trait de côte qui recule. Après, parce qu'il est érodé voilà, ça, par la mer, par les vagues. Et c'est la région qui bouge le plus. Non, il y a l'Aquitaine aussi qui bouge pas mal en ce moment en France. Non? Le trait de côte, c'est la ligne qui marque la séparation entre la terre et la mer. Avec la montée des eaux et les courants qui l'accompagnent, les zones sableuses peuvent connaître d'importants mouvements en peu de temps, comme dans l'archipel breton des Glénans. Entre la dernière carte et aujourd'hui, là, sur les parties sableuses, si on devait évaluer le recul, il s'établit à combien, vous savez? Donc sur la partie nord, là par exemple, où ça a été relativement important, on arrive à 13 mètres de recul du trait de côte. Est-ce qu'il y a des zones particulièrement sensibles en France aujourd'hui, en France métropolitaine, qu'il faut surveiller particulièrement? Donc par exemple, le Pas-de-Calais est une zone qu'on surveille particulièrement puisqu'il y a des évolutions en fait, du fond liées à la présence de dunes qui bougent d'année en année. Donc ce sont des zones où on revient souvent puisqu'en plus il y a un trafic important. Donc c'est vraiment des zones prioritaires où on refait régulièrement des levées, où on remet à jour les cartes pour que les navigateurs puissent passer le Pas-de-Calais en toute sécurité. Une année où ça bouge beaucoup, c'est quoi? Ça prend 1 mètre de plus, 1 mètre de moins, ou c'est en centimètres que ça se compte? Ça peut se compter en mètres. Ah oui, donc c'est impressionnant. Et donc effectivement, si elles sont trop hautes, le bateau peut s'échouer dessus. Voilà. Bon, si la prochaine fois que je naviguerai, si j'ai l'occasion, je pourrai toujours pas lire la carte, ça c'est sûr, mais au moins je penserai à vous, puisque je saurai comment on les fait maintenant, grâce à vous. Merci monsieur, je vous laisse travailler. Allez Lou, tu sors? Au revoir. Au revoir. La porte, ma jolie. Je constate que les zones menacées par la montée des eaux sont de plus en plus nombreuses, notamment sur le littoral aquitain, dans le sud-ouest de la France. C'est là que je vais à la rencontre d'un amoureux de ces paysages, qui surveille la côte depuis qu'il la sent si menacée. Jérôme est photographe. Son sujet de prédilection, le recul de la dune qui protège la ville. D'accord. C'est de ce promontoire qu'il a assisté à la tempête de janvier 2014. Je me suis vu ici même avoir des vagues en face et être obligé de me retourner parce que je vois la vague arriver et la vague me tape dans le dos. Avec l'éclat de la vague, j'ai pris haut sur le dos et j'ai vu l'écume monter à presque 2 mètres au-dessus de moi et finir juste ici sur la petite placette. J'ai effectué un comparatif avec plusieurs photos l'une en dessous l'autre durant ces tempêtes hivernales de l'année précédente. Et on voit semaine après semaine, et les plus flagrantes pour l'évolution côté nord, il y a 2 photos successives qui sont à moins de 48 heures d'intervalle. On a 5 à 6 mètres de recul. Un recul spectaculaire. En 3 jours, la mer a littéralement avalé 10 mètres de dunes. Et alors ces images, le plus gros constat que vous en tirez, c'est quoi depuis que vous les faites? Le recul à l'œil nu, vous l'avez mesuré de combien par exemple? Sur cette partie front de mer, ce qui était prévu pour l'horizon 2040
au niveau du recul du trait de côte, en prenant la moyenne annuelle du recul du trait de côte. On est arrivé à ce point-là au terme des tempêtes 2014. Donc, pour schématiser, on a perdu 25 ans en 2 mois et demi. En 2 mois et demi. Prendre des photos de cette manière, c'est aussi une façon de limiter les dégâts. C'est votre manière de participer à l'atténuation du phénomène? En toute modestie, je ne sais pas si je pourrais contribuer à faire évoluer les choses, mais si déjà ça peut faire être une prise de conscience, on va dire que, allez, il y aura une petite partie du travail qui sera réalisée. Je sens que Jérôme est inquiet pour l'avenir. Il y a urgence. Les dégâts dépassent toutes les prévisions. Car aujourd'hui, l'augmentation du niveau de la mer renforce l'action des tempêtes. Désormais, lorsqu'elles frappent la côte, leur effet est dévastateur. L'océan devient une menace pour le front de mer de Lacanau. Devant Ilou? Escalier, ma belle. Ilou, l'escalier. Et d'ores et déjà, les élus se préparent à faire face. En avant. Sur la plage, je retrouve le capitaine de cette bataille qui s'annonce, Hervé Cazenave. Et voilà, on est sur la plage, ma belle. Il est adjoint chargé du littoral. Bonjour Sophie. Monsieur Cazenave, c'est donc vous. Bonjour. Mais ça va très bien. Bienvenue à Lacanau. Eh bien, merci. Qu'est-ce qui menace directement ces maisons qui sont sur les 1 km 200 de front de mer? Quel est le danger le plus immédiat? C'est d'avoir des vagues jusque dans leurs fenêtres? C'est quoi le problème? Non, le problème, ça va être en fait la disparition de la dune et donc le risque d'éboulement des bâtiments du fait d'avoir des constructions et des fondations qui n'ont pas été prévues pour ce type de risque. Les principales constructions sont bâties simplement sur des dalles en béton et donc celles-ci sont en appui sur le sable, mais s'ils venaient à partir, on arriverait à sûrement à des déséquilibres dans les constructions. Après la tempête de 2014, dans l'urgence, les élus ont reconstruit cette barrière. Un mur de rochers, haut de 10 mètres. Mais visiblement, ça n'est pas suffisant. Pour mettre Lacanau définitivement à l'abri, il faudrait un rempart au moins 2 fois plus large. Mais là, ce sont les finances qui ne suivent plus. Alors je m'interroge. Faut-il continuer à défier les éléments ? Aujourd'hui, il se pose 2 questions. Savoir si il faut défendre ou s'il faut effectivement se déplacer pour laisser faire la nature. S'il devait y avoir relocalisation, ça concernerait combien de maisons, d'habitants? Donc sur la relocalisation, on est sur un foncier bâti de 1 km 200. D'accord. Ce qui représente à peu près 1400 appartements. Donc appartements, commerces, on serait sur une bande d'à peu près 250 mètres parallèle au front de mer qu'il faudrait effectivement déplacer et ramener vers l'intérieur des terres. Devons-nous affronter la nature ou la laisser faire ? À quelques kilomètres de là, certains ont déjà répondu à cette question. Je vais retrouver un passionné du site exceptionnel du Pilat-sur-Mer, en bordure du bassin d'Arcachon. Ici, les propriétaires des maisons côtières se battent depuis 80 ans contre l'avancée de la mer. Mais comment font-ils? Pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec l'un des habitants. Bonjour Sophie. Bonjour Jacques. Jacques Storelli. Ravi de vous croiser. Bienvenue au Pilat. Merci. Et sur le bassin d'Arcachon. Merci. Dis donc, la mer est haute là. La mer est haute et alors c'est les grandes marées. Quand la mer s'énerve, c'est elle qui rend le jugement parce que de toute façon on ne peut rien faire contre elle, sauf parfois résister un peu. Alors ici au Pilat, on a résisté depuis des décennies parce que la mer avait tendance à aller détruire les maisons. Parce que là les maisons elles sont vraiment juste au bord, c'est ça? Là par exemple sur notre droite, c'est une maison qui est vraiment en bord de la mer.
Toutes ces maisons sont au bord de la mer. Il y en a 130 à peu près. Et ces maisons ont été obligées de se défendre en construisant un mur en béton, une sorte de digue qu'on appelle ici les perrets. Alors le perret, normalement, il empêche la mer de creuser le sable et de creuser sous la maison et de faire tomber la maison. Depuis les années 30, grâce au perret, les hommes se sont construits une forteresse. Mais aujourd'hui, ces murailles se fissurent. La violence des tempêtes les fragilise. Dans le fameux hiver 2013-2014, on a eu sur 130 perrets, un perret correspondant à une maison, on en a eu 53 de détruits à des degrés divers. Ensuite, l'eau est arrivée dans les propriétés. Parfois, on détruit des maisons qui étaient juste au bord. On voit cette espèce de hauteur qu'il y a entre les propriétés et la mer, qui est là à marée haute. Il y a quand même plusieurs mètres, la mer a réussi à rentrer dans les maisons. C'est pour vous dire qu'ici, on ne fait pas les choses à moitié. Et d'où ça vient, ça, à votre avis? Comment ça s'explique? Ça s'explique ici peut-être par une modification des paramètres climatiques, ça on ne peut pas l'oublier. On n'est pas suffisamment scientifique pour pouvoir le démontrer, mais nous le ressentons. Qu'est-ce que vous avez remarqué de ce point de vue? C'est la force de la mer et de la houle qui vraiment, je dirais, a changé de caractère. Donc la force de la mer, les températures qui montent et des tempêtes plus fréquentes? Tempêtes peut-être un peu plus fréquentes et en tout cas plus fortes. Déjà par endroits, il faut renforcer les traditionnels perrets avec des enrochements qui atténuent la puissance des vagues. Une solution efficace, mais qui coûte cher aux propriétaires des maisons. Une solution qui a aussi des conséquences sur d'autres parties du littoral. Ces renforts déplacent la force de l'océan vers les zones naturelles, beaucoup plus vulnérables. En se protégeant de la mer, l'homme accélère l'érosion des portions sauvages de la côte. Où est-ce que vous m'emmenez là? Où est-ce qu'on est? Nous sommes presque arrivés au pied de la dune du Pilat, la fameuse dune du Pilat, 104 mètres de haut, 3 km de long, 500 mètres de profondeur. Est-ce qu'on peut essayer de s'approcher un petit peu de cette dune pour que j'essaie de visualiser, moi, jusqu'à quel point elle a reculé? Je pense qu'il faut marcher un peu parce qu'il y a 50 ans, on aurait vu la dune devant nous ici. Là, on ne la voit plus, donc il va falloir marcher pour la trouver. Allons la voir. Allons la voir tant qu'elle est là. Devant ma belle. Donc c'est vraiment l'endroit où on découvre la dune, à notre gauche. À notre gauche. C'est-à-dire que là où on marche, on aurait été sur la dune. Oui, tout à fait. Donc sur l'hiver 2013-2014, la dune, elle a reculé de combien de mètres dans sa sur partie un seul nord, hiver? Elle a reculé de plusieurs dizaines de mètres. C'est fou, hein? Alors que d'habitude, d'une manière moyenne, c'est 4 mètres par an. Donc on a ici les stigmates vraiment de l'action de la mer, d'une manière, je dirais, surprenante et tout à fait anormale. Incroyable. 30 mètres de recul en un seul hiver. L'équivalent de 10 ans d'érosion à un rythme normal. Je réalise le lourd tribut payé par la dune du Pilat. Un peu plus au nord, à quelques kilomètres de là, c'est la forêt elle-même qui commence à être grignotée par la mer. Avant, la côte landaise, c'était partout comme ça. La plage, puis 300 mètres de dunes. Ensuite, arrivaient les premiers arbres. La forêt de protection. Sa fonction, arrêter le vent et les embruns. C'est juste derrière elle que commençait la forêt de production, celle dont on commercialise le bois, qui poussait à l'abri. Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, l'érosion a carrément balayé les remparts qui protégeaient la forêt. Je me lance pour une promenade dans les bois avec ceux qui les connaissent le mieux. Francis et Cédric, des forestiers de l'Office national des forêts, qui veillent sur cette dune. Donc là, sur le site du Petit Nice, on est sur un site vraiment érodé. Ouais. On est sur un recul d'une centaine de mètres en 3 ans. Ah oui, c'est énorme. Et alors là, on va arriver sur la plage directement, du coup. On n'a plus tout le cordon dunaire. Là, on est en forêt et on arrive sur la plage.
D'accord. La forêt débouche sur la plage. Tout à fait. Tombe, voire. Oui, c'est ça. D'accord. Voire tombe sur la plage. Tombe, c'est-à-dire qu'il y a parfois des arbres qui tombent en effet? Ah oui, 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 oui. On a eu, lors des érosions de l'hiver dernier, on avait des arbres qui étaient dans la falaise dunaire. Ici, sur la plage du Petit Nice, l'érosion est si forte que la dune, autrefois en pente douce, tombe désormais à pic. Une falaise de sable. Et alors là, les arbres, ils sont pile poil au bord. Oh, oui, là au-dessus, vous avez les arbres qui sont droits, qui sont assez hauts. Donc on n'est pas sur des arbres qui étaient vraiment fortement déformés par le vent. Ces arbres-là ont disparu. Mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment lutter contre tous ces phénomènes naturels? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, humains? Est-ce que vraiment on peut gagner la compétition, si compétition il y a? Il y a compétition, mais en fait, on ne peut pas l'empêcher. Hein, il y a un phénomène face à nous qui est un phénomène naturel, extrêmement puissant. L'océan, c'est quand même quelque chose de très puissant. Alors par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'atténuer, l'accompagner. Alors, pour sauver la forêt, les hommes de l'ONF font alliance avec une autre force de la nature, le vent. Avec Francis et Cédric, nous longeons la plage pour comprendre comment ils essaient de reconstruire la dune. En fait, on joue avec le vent, si vous voulez. Il nous permet de stocker du sable. Il transporte le sable. Nous, on met des filets brise-vent qui permettent de précipiter le sable derrière eux et donc de faire remonter le cordon dunaire. D'accord. On voit les filets coco qui ont été ensevelis par le sable là-bas. Et puis, autre image qu'on peut voir, c'est des couvertures de branchage. Vous avez des couvertures de branchage juste devant nous, là. Donc, voilà, ça, c'est les techniques les plus utilisées. Des filets et des branchages pour capturer le sable. Et pour le fixer, des plantes. Des zoyas que les forestiers ont implantés sur toute cette portion du littoral. Un travail de fourmi qui me touche, tant il semble sans fin. Est-ce que c'est juste un travail, entre guillemets, ou est-ce que c'est aussi une petite victoire sur la nature? Enfin, comment est-ce que vous le vivez? Victoire sur la nature, pas autant, mais effectivement, ça fait plaisir de favoriser la reconstitution naturelle. On peut ralentir les phénomènes naturels, les accompagner, à condition d'avoir suffisamment de place. Parce que quand on n'a pas de place, ces méthodes-là sont malheureusement pas totalement efficientes. Regagner quelques mètres sur les flots, c'est donc parfois possible. Sur cette plage, les forestiers gardent espoir. Mais je vais découvrir que s'il affecte fortement les zones sableuses, le changement climatique a aussi un impact sur les parties beaucoup plus résistantes du littoral. Pour en prendre la mesure, il faut aller au pied des majestueuses falaises calcaires du Pas-de-Calais, dans le nord de la France. D'immenses murailles, à l'apparente solidité, qui sont pourtant aujourd'hui menacés. Je retrouve Guillaume. Il enseigne une matière que je ne connaissais même pas, la géomorphologie, l'étude des reliefs. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous? Bien. Bon. Avoir un rendez-vous de bon matin sur la plage, ça ne peut aller que bien. Ça c'est sûr, en plus avec ce temps-là. Ouais, c'est juste parfait. Bon, alors on va se balader un petit peu, puis vous allez me raconter où est-ce qu'on est. Ouais. Et pourquoi on est là. D'accord. Allez, je vais en profiter pour lâcher ma petite chienne parce qu'elle a très envie d'aller jouer. Hop là. Ici, les falaises sont principalement faites de craie. Une roche calcaire, friable et sensible au ruissellement. Ce qui la fragilise le plus, c'est l'action de la pluie. Des pluies qui sont de plus en plus abondantes avec le réchauffement climatique. Alors là, on s'approche de la falaise, j'ai l'impression. Oui. Je sens un peu l'ombre qui commence à se oui, c'est vrai que
Elle est haute, un peu. Elle est haute de Alors combien de ici, mètres elle doit faire une quarantaine de mètres là. Ah oui, quand même. Ouais. Alors on s'approche en fait du pied de la falaise et qui voilà, correspond. Ouais, c'est ça. Ça c'est un petit bloc de craie qui vient du haut de la falaise en fait. Donc la pluie en fait, en ruisselant, elle détache un peu les blocs qui après vont glisser. Alors on a ce phénomène de détente. On a donc des fissures ouvertes qui apparaissent et puis si l'eau rentre dans ces fissures, elle va jouer un peu le rôle de lubrifiant cette eau dans la fissure en fait. Et elle va permettre le glissement d'un pan sur le reste du volume rocheux. Donc forcément, quand on voit ça, on se dit ce qui fragilise la falaise, eh bien, ce sont des processus qui ne sont pas des processus marins, mais des processus continentaux, qui sont donc la pluie, essentiellement associés à la pluie et à tout son travail. L'œuvre de la pluie est complétée par celle de la mer. Les vagues viennent saper le pied de la falaise, car ces imposantes murailles reposent sur une simple couche d'argile, une base fragile, avec pour seule protection les blocs de calcaire tombés du haut de la falaise. En termes de changement climatique, par exemple, si on considère que, et ce qui est vrai d'ailleurs, que le niveau de la mer va s'élever pendant tout le XXIe siècle, et d'ailleurs sans doute après encore, eh bien ce déblaiement va s'accélérer. Et finalement, ça peut là entraîner une accélération globale du recul, parce que ces matériaux qui s'accumulent en pied de falaise, ils jouent un peu le rôle d'un contrefort. Oui, bien sûr, ils soutiennent la falaise restante Ils soutiennent en partie la falaise. Et plus ils sont déblayés vite, moins la falaise a de soutien. Voilà. Je comprends à quel point ces immenses falaises sont fragiles. Colosses aux pieds d'argile, déjà victimes des effets du changement climatique. En 2000 à peu près, le pied de la falaise allait jusqu'ici. Là où on est, là. Là où on est, là, comme ça. D'accord, et là, moi je la vois même pas ici. Alors, Et alors, maintenant, le pied de la falaise, là, il y a quoi? Il y a 15 mètres peut-être. Ouais. Le recul rapide de la falaise a aussi des répercussions bien visibles à son sommet. On est en train de suivre le nouveau sentier qui a été aménagé et en retrait par rapport au rebord de la falaise, avec une petite barrière qui empêche de s'approcher trop. Pourquoi? Parce que le sentier primitif est rattrapé par le recul. On va essayer d'enjamber. D'accord, donc là on va vers le sentier primitif. Ouais. Tu sautes. Hop. On va s'arrêter ici, pas trop près. La falaise, comme ça, perd des bouts petit à petit sur toute sa partout, longueur. mais on ne sait pas quand. Ni quand, ni où exactement. C'est-à-dire que la falaise, elle est quasiment en train d'entrer sur le chemin où c'est ça, là. Voilà. Ouais. Donc, ce qui indique que c'était justifié, évidemment, de prévenir, disons, qu'il y a des risques de recul, parce qu'en plus, c'est un côté très aléatoire. On a beaucoup parlé du rôle des précipitations, mais aussi bien en plein été, il peut y avoir un écroulement. Oui, parce que l'eau, elle fait son œuvre. Voilà, tout le long c'est de le l'année, travail de plusieurs mois de sape, finalement, puis qui se résout tout d'un coup par une instabilité brutale et totalement imprévisible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est peu probable. Mais le sol pourrait se dérober sous nos pieds. Il pourrait très bien. Et nous faire un petit plongeon de combien? On est à quelle hauteur là, on doit être à 40 mètres ici. Qu'elle vienne de la mer ou du ciel, l'eau est devenue plus forte. Le réchauffement climatique accroît son action. Et la force des changements est telle que nous, les hommes, devons parfois accepter de céder du terrain. La nature reprend alors ses droits. C'est le cas dans le marais de Mortagne, dans l'estuaire de la Gironde. Autour de moi, 200 hectares de marais. Leur humidité, le chuintement de la vase. Les filets, ils sont à 10 mètres de nous. D'accord. Ces anciennes terres agricoles ont été submergées lors de la tempête de 1999. On a étudié le parcours le plus plat possible. C'est le territoire de Thomas Hérault, chargé de mission au Centre régional des espaces naturels. Il est accompagné d'Alain Lechêne, ingénieur en écologie. Alain nous ouvre la voie. Donc tant qu'Alain n'est pas noyé, c'est qu'on peut y aller. Tiens, tu fais attention, il y a le grillage. C'est parti. Faut que j'enjambe le truc? Ouais. Hop. En une quinzaine d'années, ce lieu est redevenu sauvage. Alors, pour partir à sa découverte, je suis bien équipée et prête à faire un peu de gymnastique. J'adore. Oula.
fait un grand saut, j'ai l'impression, non? Tiens, je vais lancer. D'accord. Alors du coup, il y a un fossé qui va faire à peu près 1 mètre de large. Tac. Allez, bonne chance. À bientôt. Je suis abandonnée. C'est bon, vas-y. Allez, c'est parti. Yo. Mors tes bras. Nickel. Toutes les excuses sont bonnes, moi je suis comme ça. Alors donc ici, avant, c'était cultivé, c'est ça? Avant la tempête 99, ici, là où tu marches, c'était un gigantesque champ avec des céréales. On cultivait du maïs, du tournesol et du blé. Suite à la tempête 99, l'eau est passée par-dessus la digue et a cassé un bout de digue. D'accord. L'eau est rentrée partout et a tout submergé. Voilà. D'accord. Et du coup, la nature reprend ses droits, quoi. Il reste pourtant encore quelques traces de la présence de l'homme. Donc ça, c'est un drain plastique. D'accord, c'est tout mouillé. On peut encore voir quelques petits trous qui collectaient l'eau du sol pour l'emmener à une pompe de relevage qui était au centre du marais. J'aime ce lieu, où les tracteurs ont cédé la place aux animaux et aux plantes du marais. Thomas et Alain m'emmènent sur leur terrain de jeu, un laboratoire à ciel ouvert, où ils peuvent étudier l'évolution de l'écosystème en dehors de la présence de l'homme. Ce matin, nous partons ensemble relever les filets posés la veille. On n'est pas sortis, hein. Si. Tout va bien se passer. La pêche n'est pas gastronomique, mais bien scientifique. Car ici, avec le recul de l'homme, le retour de la nature a renforcé la biodiversité. Alors attention, on va tomber un peu dans l'eau. Donc je descends. Voilà. In the water. Nous y voilà. Et là, il y a les filets. Voilà. D'accord. Et donc 2 entrées, tu dis? Ils sont très grands. Donc il y a une première entrée qui est là. D'accord. Il y a 4 mètres à ta droite, de l'autre côté. Ouais. Il y a la même entrée en fait. Donc d'accord. Il y a les poissons qui arrivent à marée montante. Donc t'imagines, le courant rentre en fait dans ces filets. Ouais. Et il y a plusieurs poches. Donc en fait, ils se retrouvent piégés tout au fond. D'accord. Et c'est là qu'on va les récolter. L'objectif, c'est d'étudier tout ce cortège de cette diversité de poissons et de comprendre pourquoi ils sont là, à quelle époque et qu'est-ce qui justifie leur présence. Et c'est parti. Se met hors de l'eau en fait. Ça glisse un peu. D'où l'intérêt d'avoir mis de l'eau dans le seau pour que ces pauvres poissons ne meurent pas. Exactement. Oula, j'ai perdu un pied. Alors les mulets sont particulièrement vifs. Voilà, donc celui-là il fait par exemple 149 mm. D'accord. On a différentes catégories de poissons. On a des poissons marins, des poissons estuariens et des poissons migrateurs. D'accord. Et on a également, mais de manière beaucoup plus rare, des poissons d'eau douce. Sachant que c'est pas eux les plus nombreux, parce que notamment la salinité les dissuade beaucoup de fréquenter le marais. Bon, on va continuer pour pas les laisser mourir de soif. Tu vas être très très content. Qu'est-ce que tu as trouvé comme trésor? C'est génial, je suis content. C'est quoi? Ça, c'est un flé, un poisson migrateur. Il fait des migrations entre les eaux marines et les eaux douces. D'accord. Et il utilise aussi beaucoup les zones de vasières et les zones de marais dans les premiers stades de vie. D'accord. Donc, je suis particulièrement réjoui. Ah, c'est pas vrai? Si. C'est génial. Alors c'est quoi qui est génial? Une petite sole. Ah, très bien, c'est en festin qu'on est en train de se préparer pour les années à venir. Les enfants, je la mets dedans, faut pas... Ah ouais, non, faut pas la perdre. Non. Alors, bon là on a des petits mulets, on a des gobies, des crevettes grises, des épinoches. Je suis sous le charme de ce marais. Et je comprends qu'en acceptant de céder un peu de terrain, l'homme a fait un beau cadeau à la nature. Mais pour tous ceux qui vivaient de ces terres avant la tempête, le choc a été violent. Allez, hop. Pour survivre ici, l'homme a dû se réinventer. Avant, les agriculteurs cultivaient du maïs. Allez Coco, va chercher, va. Face à la montée des eaux sur leurs terres, ils ont dû arrêter et sont devenus éleveurs. Allez, pose, va. Ancien cultivateur, mon hôte a la voix qui porte et le verbe haut. Maurice Gruget a repris l'exploitation familiale en 1978.
Et alors aujourd'hui, cet effondrement de la digue, finalement, ça vous a apporté quelque chose de positif, même si sur le coup, ça a dû être difficile? L'effondrement de la digue de 99, non. Parce que 99, j'ai perdu toutes mes bêtes. Enfin, la ferme a été pratiquement dévastée pendant 5 ans. Il a fallu tout reconstruire. Mais ensuite, moi, je suis très content de mon choix. Vous êtes très content d'avoir finalement arrêté le maïs et rendu le marais à l'élevage. Ceci dit, j'ai toujours aimé l'élevage, hein, mais j'étais en polyculture, donc j'avais 50% élevage, 50% céréales. Mais là, maintenant, je suis à 100% élevage. Hein. Et moi, je tiens à maintenir, enfin, je ferai tout mon possible pour maintenir une vie dans ce marais. Pourquoi vous l'aimez, ce marais? C'est toute ma vie, c'est toute ma vie. C'est tellement de... On pourrait vous en raconter, on pourrait écrire un livre. Vous ne verriez pas habiter ailleurs, par exemple? Ah non, 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 non. Non, bah non, parce que bon, j'ai quand même 58 ans. Bon, bah, ailleurs, pourquoi pas, mais je veux dire, j'y suis attaché. C'est une vie comme tous les jours, chaque jour, quelque chose de nouveau apparaît. Laisser le marais reprendre ses droits et finalement s'adapter. La seule solution pour continuer à vivre ici. À droite, il y a un champ qui était tout en blé il y a encore l'an passé et il a refait des prairies. Mais face au changement climatique, je vais bientôt découvrir que l'homme n'est pas le seul concerné. À quelques kilomètres de là, j'arrive à Royan. Hop. Et merci. Et voilà. Vous êtes à bord. Gilet de sauvetage sur le dos, j'embarque avec Éric Blanc. Ravi de naviguer, je pars à la pêche. On largue les amarres? On est parti? On est parti ou pas, Momo? Allez, Momo, on largue les boules. Je sens que Momo, il est au taquet. Ici, un poisson a fait un retour remarqué, le maigre. De plus en plus souvent, Éric en trouve au bout de ses lignes. Moi, je ne le connaissais même pas. Le maigre, c'est un poisson qui vient à l'origine, suivant les scientifiques, qui vient des côtes mauritaniennes et qui remonte vers le nord, donc vers les côtes françaises, pour pouvoir frayer dans les eaux de la Gironde. Et donc lui, il n'y en avait pas beaucoup et maintenant il y en a beaucoup, c'est ça? Le maigre, il s'est multiplié. Tous les ans, le stock augmente. Alors là, on voit là, qu'est-ce que c'est celui-là? Ah, nous voilà une maigrette. Voilà, c'est un poisson qui fait environ 1 kilo. D'accord. Il n'est pas trop gros. Depuis 15 ans, Éric et Momo remontent leur ligne à Royan. Oula, il est gros, Ils ont pu observer les transformations du milieu, le retour, mais aussi la disparition de certaines espèces. Est-ce qu'il y a des poissons qui, au contraire, sont moins fréquents depuis que vous avez commencé à pêcher? Les poissons moins fréquents, les perlans. Les perlans ont complètement déserté l'estuaire. La crevette grise. L'apli aussi, qui est un poisson de fond qui a complètement disparu. Ah, nous avons un bar. Ah. Là. Qui, lui, n'a donc pas déserté. Lui n'a pas déserté. Et les bestioles qui ont déserté, les perlans et la crevette, c'est parce que c'est devenu trop chaud, l'eau? Ils vont plus vers le nord? Certainement qu'il y a un facteur de température qui a dû jouer. Le retour du maigre, un poisson qui se vend cher, compense le départ des autres espèces. Et pour moi, ce n'est que justice, tant ce travail est ardu. Par tous les temps, tous les jours, il faut passer 8 heures en mer avant d'aller vendre sa pêche du jour à la criée. Devant toi, Sophie, là, il y a environ une dizaine de palettes de poissons, essentiellement du maigre. D'accord. Là, tu as sur ta droite là, une palette où c'est des sols, des grosses sols, là, qui ont été ramenés par un fileyeur. Quelques sols, mais surtout du maigre, en grande quantité. Les grossistes ne s'y trompent pas. Ils sont venus en nombre pour mettre la main sur les plus belles pièces, quitte à y mettre le prix. C'est ma vente là en ce moment. C'est mon poisson qui part. Alors, on va aller voir. Est-ce que le prix monte? Dis-moi.
Alors, maigre pincé, taille 2. Taille 2, 10 euros. Donc c'est bien. Ça, c'est bien. Content, là. Ah ouais, là, c'est la fête. Là, c'est la fête. 10 € le kilo. Je sens qu'Éric est satisfait. Le maigre, ce poisson mauritanien venu jusqu'ici, représente une part importante de ses revenus. C'est une ressource qui est essentielle pour le port de Royan, sachant que ce poisson représente pour l'ensemble du port au moins 50% du chiffre d'affaires. Oui, ce maigre qui est revenu, c'est ce qui fait manger la moitié de l'année, quoi. Voilà. Le retour du maigre, une surprise du climat qui fait les affaires des pêcheurs de Royan. Mais les changements ne sont pas toujours aussi bénéfiques. Je vais le découvrir en mettant le cap à l'ouest, direction la Bretagne. Hop là, nickel. Merci, messieurs. Alors là, Ilou, tu vois, on arrive sur un de mes endroits préférés de France. Je te présente Ouessant, Ilou. Un petit peu sous la pluie, mais c'est pas grave, elle est belle. À 18 km des côtes du Finistère, je pose le pied dans la nature préservée de Ouessant. Une île sauvage. Tout droit. Ici, pas de culture. À peine quelques moutons. Un vent plein d'embrun qui me fouette le visage. L'air pur de l'océan que j'aime tant. Une poignée de ruches abrite une espèce protégée, l'abeille noire de Ouessant. Ce matin, je retrouve Jacques Kermagoret. Il préside le conservatoire qui a décidé de poser ses essaims au milieu de l'océan. Les 18 km qui nous séparent du continent font que aucun des problèmes qui existent sur le continent ne sont encore arrivés ici. Bon. Ce qui est exceptionnel, c'est un endroit quasi unique en Europe. Eh ben c'est super. Est-ce qu'on peut aller voir un peu les ruches de plus près? On va s'équiper et puis on va aller voir ça tout de suite. Bon bah super, alors je vous suis. Oui, allez Ilou, tu te mets en place. Et allez, c'est parti. On se calme. Ici. Tac. Et je me mets ça au-dessus de la tête. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà, plus de chien. Bien. Le chien, alors il là maintenant, si t'as plus de chien, tu fais comment? Bah, je m'attrape un Jacques par le bras et je le suis. D'accord. Voilà, c'est parti. De la bonne herbe. Elle a résisté au vent d'Ouessant, celle-là. Avec des fleurs. Une bonne prairie. On a des ruchers répartis sur toute l'île pour une simple raison. C'est qu'en général, quand il y a une tempête, elle souffle d'un sens ou de l'autre, mais il n'y a que la moitié de l'île qui est brûlée par les embruns. On est chez elle, là. Hein. On les entend. On est chez elle. Ah, elle me tourne tout autour de la tête. Je les entends dans mes oreilles. Je les entends devant dans une ruche. Voilà, elle m'inspecte. Récupérer un essaim, c'est ça? Bonjour, Paul. Ça va? Ça va bien et vous? Est-ce que tu veux goûter le miel? Oui, il faut. Mais alors le problème, c'est que c'est pas à travers le voile. C'est vicieux, en fait. Ah oui. Ah ouais. Allez. C'est une proposition. En fait, Paul, vous avez envie que je me fasse piquer. C'est à peu près ça. Parce que là, attends, on va faire marche arrière. Ah ouais, d'accord. Moi, j'étais prête à... Je vous avais vu, j'étais déjà en train de l'ouvrir. Hein. Bah, elles nous suivent en même temps. Elles sont avec nous, là. Oui, mais bon, on va être un petit peu plus loin. Alors, ce que je te propose, c'est de la cire blanc. Oui. C'est complètement naturel. Et dans les alvéoles, il y a du miel. D'accord. Attention, je vais le glisser comme ça. Là. Ah oui, d'accord, il faut vraiment que je sois sérieuse en fait. Parce que moi, je prends ça à la légère, mais en fait, non. Il est super bon. Alors là, tu vois, quand on le sort de la ruche comme ça, c'est là qu'il y a tous les parfums du miel. Ah oui, il est excellent. Loin du continent, l'abeille noire de Ouessant est à l'abri des virus et des pesticides. Mais elle doit pourtant affronter d'autres dangers. Nous sommes ici donc au cœur d'un rucher côté sud-est de l'île.
Paul est en train de prendre une hausse qu'on pourrait appeler le grenier à miel de la ruche. Donc ça veut dire que ça va hausser la hauteur de la... Voilà, ça va hausser la ruche. Et c'est dans stocker davantage, c'est ça? C'est dans cette hausse-là qu'elles vont mettre le miel. D'accord. Et après, pour récupérer le miel, il suffira d'enlever la hausse quand elle sera faite. Oh là là, ça fait un bruit, c'est incroyable. Il vient de sortir un cadre, Paul. À l'intérieur, ça fait un bruit comme de quelque chose qui mijote. Alors là, on est au-dessus de la ruche. D'accord. Et alors, combien on va récolter de miel grâce à ces hausses, Paul, par ruche? Vous avez une idée, là? Dans une ruche comme celle-là, vous allez récupérer combien? 2 hausses, à peu près. Et 2 hausses, ça va faire combien pour les non-initiés de mon espèce? Il faut compter une bonne quinzaine de kilos, je pense. 15 kilos par ruche, c'est décevant. Même à Ouessant, les abeilles produisent de moins en moins. Une baisse de régime qui n'est pas passagère. Depuis 2007, on a noté une baisse de la production de miel. De quel ordre? Ah bah c'est important, hein, parce qu'on est passé du simple au double. Hein. Ah oui. En 2007, on a fait 42 kilos de moyenne par ruche. Et l'année dernière, on était à peine à 20 kilos. Ah oui, c'est fou. Oui, le phénomène climatique a une importance. Des tempêtes plus violentes et plus fréquentes frappent Ouessant. Les vents et le sel brûlent la flore. Une catastrophe pour les butineuses. Car sans pollen, elles ne peuvent pas produire de miel. Pour sauver les abeilles, les apiculteurs doivent même parfois les nourrir avec du sucre. À Ouessant comme ailleurs, le changement climatique affaiblit les essaims. À terme, c'est la sécurité alimentaire qui est en question. Les abeilles assurent quand même la pollinisation de 30% de notre alimentation. Donc ça veut dire que s'il n'y avait plus d'abeilles, eh bien, nous perdrions 30% de notre alimentation et surtout la diversité de notre alimentation. Parce qu'effectivement, du blé, ça n'a pas besoin d'être pollinisé. Les céréales n'ont pas besoin d'être pollinisées par l'abeille. Mais par exemple, si vous avez un melon dans votre assiette, c'est qu'il y a un insecte qui est venu le polliniser. Si vous avez une pomme, c'est qu'une abeille est venue. Si vous avez une cerise, c'est pareil, et ainsi de suite. Je me rends compte de l'enjeu. Un jour, l'évolution du climat pourrait donc s'inviter dans nos assiettes. Une réalité complexe dont j'ai pris conscience petit à petit. J'ai commencé ce voyage pleine de doutes. Je le termine convaincue de la réalité du changement climatique. Il apporte déjà son lot de surprises le long des côtes. Mais quelles seront celles de demain, si l'homme continue de malmener la seule terre sur laquelle il peut pourtant vivre ?